Jake travaille comme réceptionniste dans l'entrepôt Warehouse 24 lorsqu'une forte détonation surprend les employés et qu'une violente secousse secoue le bâtiment. Bientôt, les clients apparaissent et demandent si quelqu'un sait ce qui s'est passé, car les tremblements de terre sont rares à Londres. Un panache de fumée s'élève d'un bâtiment voisin et quelqu'un suggère qu'il pourrait s'agir d'une bombe. Le mystère est résolu lorsqu'un superviseur sort pour vérifier sa voiture et constate qu'elle a été heurtée par une turbine d'avion. Dans l'entrepôt, les portes coulissantes commencent à se fermer toutes seules, et la patronne regarde ses employés, attendant une explication qui ne vient pas. Non loin de là, Lucy promène son chien lorsqu'elle aperçoit d'autres morceaux de l'avion éparpillés un peu partout. Tentant d'appeler quelqu'un pour savoir ce qui s'est passé, elle est presque renversée par un convoi de véhicules blindés qui passe à toute vitesse. Le chien se libère de la laisse et court vers un grand conteneur vide et ouvert. Lucy voit que l'intérieur est tout enduit et couvert d'une boue blanche, mais avant qu'elle ne puisse enquêter davantage, son chien s'enfuit à nouveau. Elle le retrouve pétrifié, le regard fixé sur une zone sombre, jusqu'à ce qu'il se remette à aboyer et à courir dans cette direction. N'ayant pas le courage de le suivre, Lucy est terrifiée par le bruit de sifflements suivi de gémissements douloureux. Pendant ce temps, dans le quartier voisin, Charlie est coincé dans les embouteillages avec son ami Mark. Il est déprimé par une récente rupture et ne peut s'empêcher de parler de son ex-partenaire, Shelley. Déjà à bout face au drame, l'ami monte le son de la radio pour entendre les nouvelles concernant l'avion militaire qui s'est écrasé dans le centre de Londres. Il n'y a pas encore beaucoup de détails, mais on pense que l'avion transportait quelque chose de potentiellement dangereux. Alors que les débris sont dispersés dans toute la région, une zone de quarantaine a été établie dans la zone centrale. Quelques heures plus tard, Charlie arrive enfin à l'entrepôt 24 pour récupérer ses affaires après la récente séparation. Mark n'en croit pas ses yeux lorsqu'il voit la voiture de Shelley, sachant que cela va créer une scène. Les sorties de l'entrepôt sont toujours bloquées en raison d'une panne du système, et un technicien nommé Bob tente de résoudre le problème. Il parvient à ouvrir l'une des portes avec un outil portatif, permettant aux deux amis d'entrer et au patron de sortir. Mais la solution est temporaire, et la porte métallique se referme automatiquement. Bob dit à Jake qu'il doit régler le système d'urgence. Sinon, cela durera toute la nuit, et il devra désactiver le verrouillage manuellement à chaque fois que quelqu'un voudra passer. Le réceptionniste amène Bob au sous-sol, où il voit que le couvercle d'un conduit de ventilation est cassé. Mais il n'y prête pas beaucoup d'attention. Entendant des bruits suspects, il demande à voix haute si quelqu'un d'autre est là. Mais il n'y a pas de réponse. Toujours méfiant, il se dirige vers la zone sombre, allumant une lampe à la fois. Jake apparaît, surprenant le technicien. Il lui montre où se trouve le disjoncteur et s'en va, mais s'arrête dans les escaliers après avoir entendu un bruit étrange, comme si le technicien avait laissé tomber un outil. Comme rien ne se passe, les gars décident de laisser tomber et de retourner à la réception. Au 3e étage, Shelley est en train de ranger ses affaires avec l'aide de deux amis, Nikki et Chris, lorsque son ex-partenaire arrive de mauvaise humeur et lui lance des reproches. Essayant d'être délicate, Shelley explique qu'elle avait laissé un message pour indiquer qu'elle serait là à cette heure, justement pour éviter cet embarras. Elle lui demande ce qu'il veut, et Charlie répond qu'il veut savoir pourquoi elle l'a quitté. Shelley lui explique qu'elle lui demandait quels objets il voulait emporter. Mark est presque en train de mourir de honte lorsque les lumières s'éteignent momentanément. À la réception, Jake commence à grogner en disant qu'il déteste ce travail et va voir ce que Bob fait au sous-sol. Il trouve le technicien assis dans les escaliers, jouant avec un briquet dans le noir. En descendant quelques marches, Jake jure lorsqu'il se rend compte que Bob a été attaqué, puis il rencontre une horrible créature. Tremblant de peur, Jake monte les escaliers et maintient la porte fermée. La chose commence à frapper contre la porte avec une force incroyable, y faisant rapidement plusieurs trous. Réalisant qu'il ne pourra pas la retenir, Jake abandonne la porte et s'enfuit. Dans la cabine du 3e étage, l'ambiance reste exécrable. Et Charlie
devient de plus en plus agaçant avec son ex. Comme il n'y a pas de lumière pour voir leurs affaires, Mark le convainc de partir et de laisser Shelly avec ses amis. Dès que la lumière revient, Chris commence à se plaindre qu'il a faim et que tout cela prend trop de temps. Mais sa petite amie prévient qu'elle ne laissera pas tomber son ami. Il essaye d'appeler le numéro inscrit sur le côté, mais découvre qu'il n'a pas de signal sur son téléphone portable. Lorsqu'il demande à Charlie d'essayer, son ami répond que Shelly a rompu avec lui par téléphone et que c'est pour cela que son portable est au fond de la rivière en ce moment. De plus en plus agité par la situation, il essaye de briser la vitre avec un extincteur, mais ne crée qu'une fissure. En plus de cela, il y a une porte en métal à l'extérieur. Et même si la vitre se brisait, cela ne servirait à rien. Au premier étage, Chris commence à se moquer de la situation difficile de Charlie, et Nikki essaie de ne pas rire. Voyant que les toilettes des femmes sont fermées, elle demande à son petit ami de surveiller la porte pendant qu'elle utilise celle des hommes. Une fois assise, une ombre passe sur le sol, comme si quelqu'un d'autre était là. Chris ouvre la porte un instant pour la presser, mais elle ne peut lui demander s'il a vu quelqu'un entrer. Nikki est effrayée par une autre panne de courant, mais lorsque les lumières reviennent, il n'y a personne dans la salle de bain. Elle ne se rend compte que quelque chose est arrivé au plafond que lorsqu'elle voit de la boue blanche couler. Puis, Chris entend un cri et court dans les couloirs pour enquêter, juste au moment où les lumières s'éteignent à nouveau. Repérant une porte ouverte, il utilise la lampe de poche de son téléphone pour fouiller à l'intérieur et meurt presque de peur devant les mannequins empilés. Le choc est encore plus grand quand l'un des visages lui parle, mais Chris réalise alors qu'il s'agit seulement de Jake. Ce qui n'est pas vraiment un soulagement, car le réceptionniste est visiblement pétrifié de terreur. Il commence à répéter qu'il doit fuir avant que la chose n'arrive. Chris a à peine le temps de réagir à l'avertissement que le visage de Jake est soudainement saisi par une énorme main monstrueuse, et les gars sont ensuite tirés vers le haut. 2 étages plus haut, Shelly est surprise de voir Mark et son ex-partenaire revenir. Mark explique qu'il recherche Jake, car ils ne peuvent pas sortir. Charlie fait signe à son ami, lui demandant de les laisser tranquilles. Mais Shelly comprend le code en premier et devient irritée par son insistance. Charlie lui demande au moins de dire ce qu'il a fait de mal, et elle répond qu'il n'y a rien. Elle ne l'aime plus, tout simplement, et il doit l'accepter. Elle s'en va, très nerveuse, et Mark dit qu'il va lui parler. C'est seulement alors que nous découvrons ce qui se passe vraiment. Les deux ont une liaison. Mark veut qu'elle le dise à son ex, mais elle craint que cela ne le détruise. Il est évident que Mark ne se soucie pas du tout de Charlie, qui est à quelques mètres de lui, et pense qu'ils ne font que discuter. Nikki arrive et demande après Chris, et Charlie dit qu'il ne l'a pas vu, ajoutant qu'il est revenu parce que l'entrepôt est complètement fermé et qu'il n'y a aucun problème. À ce moment-là, un cri animal résonne dans le bâtiment. Mark dit à Shelly d'attendre où elle est pendant qu'il vérifie. Se retrouvant face à face avec les autres, il essaie de se déguiser lorsque son ami lui demande où est Shelly, mais elle décide de partir alors qu'elle est encore en train de s'habiller. Cette compréhension frappe Charlie comme un coup de poing, et il décide que Mark mérite la même chose. Shelly sépare les deux et tente de s'expliquer. Mais son ex est inconsolable. Sortant de sa poche les allumettes qu'il a empruntées à son ami, il voit qu'elles sont offertes par un motel et réalise qu'il a été trahi depuis longtemps. Shelly admet qu'elle a inventé tous ses voyages professionnels et s'excuse, mais Charlie s'éloigne pour ne pas pleurer devant eux. Déçu par son ami, Nikki le rejoint pour lui offrir son soutien. En passant devant la cabine du mannequin, elle dit avoir entendu quelque chose, et les deux décident de jeter un œil à l'intérieur. Chris est assis dans un coin, l'air catatonique, comme sous le choc. Charlie pense qu'il plaisante, mais Nikki s'inquiète et se rapproche, lui demandant ce qui s'est passé. Lorsqu'il bouge, elle se rend compte qu'il est blessé et commence à lui nettoyer le visage. Mais bientôt, une nouvelle goutte tombe au même endroit. La fuite inquiétante vient du plafond, et Charlie prend le téléphone de Chris pour savoir d'où elle vient. Il retire un des panneaux, illumine les alentours et dit qu'il n'y a rien de mal. Cependant,
Dès qu'il a fini sa phrase, Jake apparaît juste à côté de lui, tout meurtri et à peine capable de parler. Charlie tombe même de sa chaise à cause de la peur, et Nikki quitte la cabine pour reprendre son souffle. En traversant le couloir, Mark et Shelley remarquent sa détresse et entrent également dans la cabine. Charlie dit qu'il vient de voir ce qu'il reste de la réceptionniste et Chris commence à marmonner qu'ils sont tous condamnés. Comme si tout cela n'était pas assez étrange, un homme en pyjama apparaît dans le couloir en bavant du dentifrice et attrape Nikki. Les amis se précipitent immédiatement pour l'aider et Shelley l'assouplit. Traumatisé par la série de frayeurs, Nikki pense qu'il devrait s'occuper de cet homme tout de suite, persuadé qu'il doit être le seul responsable de tout. Ce n'est qu'alors qu'ils se rendent compte que l'étranger n'était armé que d'une brosse à dents. Le groupe décide de l'attacher pendant qu'ils réfléchissent à la marche à suivre. Reprenant ses esprits, l'homme se met à hurler de paranoïa. Il s'appelle David et il semble soupçonner qu'ils travaillent tous pour sa femme, Mary. Nikki commence à se rendre compte qu'il n'est pas tout à fait normal dans sa tête, mais qu'il n'est pas vraiment un criminel. Obsédé par le partage des biens, David vit depuis son divorce dans une cabane de l'entrepôt 24 pour échapper aux avocats de Mary. Pendant l'interrogatoire, un sifflement traverse le bâtiment, comme si quelque chose se cachait dans les conduits de ventilation. Charlie dit à Nikki de fermer la porte de la cabine, et elle obéit, très effrayée. Le bruit s'arrête momentanément, mais les lumières s'éteignent juste après, et quelque chose commence à frapper à la porte avec une grande force. Chris commence à paniquer, insistant à plusieurs reprises sur le fait que la chose va avoir tout le monde. Lorsque la porte est arrachée, il s'enfuit de la cabine et s'élance dans les couloirs, tandis que la créature gigantesque le poursuit. Chris tente de se cacher, mais est vite retrouvé et se retrouve face à face avec le monstre. La chose se presse contre lui comme si elle essayait d'entendre son battement de cœur et décidait alors de l'arracher sans pitié. Pendant ce temps, David révèle quelque chose d'utile au groupe et dit que sa cabine est la seule qui se verrouille de l'intérieur. Il a pris soin de l'arranger de cette façon au cas où Mary découvrirait où il se trouvait. Il se déplace ensuite au 4e étage et David commence à fouiller avec les clés. Alors que les sons menaçants s'intensifient dans tout le bâtiment, les autres s'agacent du retard et la pression rend David encore plus nerveux. Il ne parvient à déverrouiller la porte que lorsque la créature les a déjà trouvés, manquant de peu d'entrer avec eux. Maintenant qu'ils sont temporairement en sécurité, ils commencent à faire face aux faits incroyables dont ils ont été témoins. L'un des murs de la cabine est couvert de téléviseurs, et David dit avoir suivi l'actualité de près depuis le crash de l'avion. Alors que les autres étaient concentrés sur leur propre drame, en plus d'être isolés dans l'entrepôt, personne n'avait pris conscience de la gravité de la situation. Les autorités ont bloqué l'accès au centre de Londres et ont même envoyé des caractères pour faire face à une éventuelle menace, mais personne ne dit exactement de quoi il s'agit. David parie que la créature est un extraterrestre qui a été transporté par l'avion écrasé, et c'est pourquoi l'accident est traité de cette façon. Le gouvernement ne sait toujours pas où l'extraterrestre a fini, ce qui explique toutes ces mesures de sécurité. Mark demande aux autres pourquoi ils écoutent un gars qui vit dans un garde-meuble, mais son dédain ne fonctionne pas très bien après que tout le monde a vu l'extraterrestre de ses propres yeux. Charlie dit que l'important maintenant est de sortir de là le plus vite possible. Se rappelant comment il est, lui, introduit même dans l'immeuble, il dit que le technicien avait un dispositif pour désactiver le verrouillage pendant quelques instants. David, qui connaît mieux l'immeuble, dit qu'il a dû se rendre au sous-sol pour faire des réparations. S'il parvenait à retrouver le technicien ou au moins ses affaires, il pourrait ouvrir les portes métalliques et s'échapper. Cependant, ce plan présente encore un gros problème, car le sous-sol se trouve 5 étages en dessous d'eux, ce qui augmente les risques d'une rencontre très désagréable. Il n'y a aucun moyen de passer d'un étage à l'autre par le système de ventilation. Et malheureusement, David n'est pas le genre de personne excentrique qui collectionne les armes. Mais ses voisins le sont peut-être. Et heureusement, il n'est pas plus du genre à respecter la propriété d'autrui.
L'un de ses avantages en tant que résident est justement l'accès au contenu des autres logements par le conduit d'aération. Suivant ses instructions, Charlie est le premier à s'aventurer et Mark entre juste derrière lui. Le silence commence à devenir gênant après plusieurs minutes passées à ramper ensemble et Mark commence à parler du triangle amoureux, imposant d'expliquer son attitude. Charlie coupe immédiatement la conversation et dit qu'il ne supportera sa compagnie que tant que cela sera nécessaire à sa survie. De retour dans le silence, les deux hommes atteignent l'une des plus grandes cabines et commencent à fouiller dans toutes les boîtes. Ils répètent le processus dans chaque unité qu'ils peuvent envahir, trouvant beaucoup de choses étranges, mais rien de très utile. Au final, leurs efforts donnent quelques couteaux, des talkie-walkie, des feux d'artifice et un pied de biche. Sur le chemin du retour, c'est Mark qui passe devant. Les deux s'arrêtent de bouger lorsque les sifflements passent à proximité, mais reprennent bientôt leur mouvement lorsque le bruit cesse. Soudain, la créature commence à marteler les parois du conduit, là où se trouve Charlie. Les deux essayent de se dépêcher, mais la chose les rattrape facilement jusqu'à ce qu'elle semble abandonnée. Se déplaçant vers le conduit supérieur, Mark demande à Charlie de lui remettre le sac avec les affaires qu'ils ont rassemblées. Lorsque c'est au tour de Charlie d'être tiré vers le haut, l'attaque recommence, juste devant lui. Le mur du conduit se déchire déjà et un doigt gigantesque commence à émerger. Mark décide de se sauver tant qu'il est encore temps et laisse Charlie derrière lui. En arrivant chez David, il dit qu'il a tout fait pour sauver son ami, mais qu'il n'a pas pu arrêter l'ennemi monstrueux. Alors que les quatre se préparent pour le voyage vers le sous-sol, nous voyons que Charlie s'est en fait échappé. En sortant dans une cabine au hasard, il essaie encore de vérifier quelques boîtes, mais voit qu'elles sont toutes remplies de jouets. Des bruits provenant de l'intérieur du tunnel l'inquiètent, et craignant d'être piégé dans cette cabine, il brise la porte pour sortir. La créature l'attend déjà dans le couloir. N'ayant plus d'autre choix, Charlie se rabat sur ce qu'il a sous la main et lui propose une peluche. Surpris par cette défense innovante, le monstre rejette le cadeau d'un seul coup, faisant voler la tête de l'ours en peluche. Dans le tumulte, un petit chien bruyant s'active et son comportement particulier déroute grandement le monstre. Charlie profite de l'ouverture pour s'échapper et court sans mais jusqu'à ce qu'il tombe sur Mark. Les autres sont choqués de voir que Charlie est vivant et Shelly lance un regard indigné au nouveau petit ami. Charlie n'a pas le temps de s'emporter et prévient que la chose va arriver. Il tente de descendre les escaliers, mais la confrontation est inévitable. Devant le groupe, David dit qu'il sait ce qu'il fait et ordonne aux autres de fuir. Son plan consiste essentiellement à insulter l'extraterrestre, à le comparer à Mary et même à le mordre. David sait que rien de tout cela ne le sauvera, mais comme il a décidé de se sacrifier, il préfère le faire avec style. David est attaqué au visage, puis se fait écraser la tête. Grâce à ce geste héroïque, les autres parviennent à atteindre le sous-sol. Charlie divise le groupe en deux paires, permettant de rester avec Nikki. Le sous-sol est complètement sombre. Et alors que la paire avance lentement, nous voyons que l'étranger est tranquillement blotti dans un coin, attendant son heure. Charlie et Nikki trouvent ce qui reste de Bob et retiennent leur dégoût pour chercher l'appareil. Le technicien revient à la vie une dernière fois juste pour effrayer Charlie, mais au moins il trouve ce qu'il voulait, et les deux retournent au rez-de-chaussée. Mark attend seul et dit que la créature a pris Shelly. Charlie devient désespéré et refuse de partir sans elle, frappant son rival lorsqu'il essaye de l'empêcher de revenir. Mark décide alors d'utiliser à la méchanceté et dit qu'elle a beaucoup plus apprécié les nuits qu'elle a passées avec lui. D'un ton calme, Charlie explique que seule une personne horrible pourrait penser que c'est une raison pour se laisser attaquer. Il dit aussi qu'au fond, Mark dépend de lui pour tout, et qu'il n'arrive même pas à se trouver une petite amie sans devoir lui voler la sienne. Alors que les deux se battent, on voit qu'ils ne sont pas les seuls à succomber au charme de la jeune fille. Suspendue dans les airs, Shelly est sous l'emprise du monstre, mais il ne semble pas très pressé cette fois. Sortant discrètement un couteau de sa poche, elle bénit la créature et lui échappe. Charlie l'appelle par radio et elle répond enfin,
lui demandant de se dépêcher. Juste après, son nouvel admirateur apparaît, mais ses rugissements cessent occasionnellement et elle remarque un nouveau bruit venant du couloir. C'est le même petit chien agaçant, mais maintenant c'est la version turbo-compressée par les feux d'artifice. Pour une raison quelconque, la fascination se répète et l'extraterrestre attend juste que le jouet se rapproche. Charlie et Nikki se cachent au coin du couloir et doivent se boucher les oreilles pendant les explosions. Charlie traverse la fumée pour rejoindre Shelly et ils s'embrassent. Lorsqu'ils rejoignent Nikki et descendant, nous voyons que la créature est vivante et très en colère. Ainsi, le seul espoir est qu'ils puissent ouvrir la porte avec l'appareil et s'échapper à temps. Mais le trio n'arrive même pas à la réception, car Mark a bloqué la porte avec le pied de biche. Il semble très perturbé et refuse d'écouter les supplications désespérées de ses amis, le suppliant de les laisser sortir. Heureusement, Charlie parvient à forcer le passage et à connecter l'appareil de Bob, ignorant le traître. Seule Shelly s'exprime par une gifle, mais la punition, qui aurait dû être prononcée, ne tarde pas à arriver. Apparaissant juste devant Mark, l'extraterrestre attrape les gars par les épaules et commence à savourer son visage. Fatigué de cet être invincible, Charlie commence à le frapper avec le pied de biche. L'extraterrestre saisit sa tête et il ne parvient à se sauver que parce que Nikki active un extincteur, étourdissant momentanément le monstre. À la première occasion, Charlie enfonce le pied de biche dans le torse de la créature, disant qu'il veut juste rentrer chez lui. Le film se termine le lendemain matin, alors que les trois découvrent qu'il ne sera pas possible de rentrer chez eux. Et lorsqu'ils sortent enfin de l'entrepôt 24, ils réalisent que Londres est en pleine invasion extraterrestre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines publications. Partagez aussi la vidéo autour de vous pour en faire profiter d'autres personnes. À très bientôt pour de nouveaux résumés passionnants.